Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette première conférence sur l'alimentation. Donc pour cette première partie, je vais vous parler des grandes recommandations alimentaires pour favoriser le bien-être chez nos chevaux. Comme vous l'avez certainement déjà vu sur la journée précédente, le bien-être, on peut finalement le schématiser sur 4 pôles: l'alimentation, l'hébergement et la santé. À ces 4 pôles se rajoute une autre composante, la perception de la situation par le cheval. Le bien-être, c'est donc la satisfaction de ses besoins fondamentaux et sa perception de la situation. Si on regarde d'un petit peu plus près notre composante alimentation, on se rend compte que l'alimentation va jouer sur 2 autres pôles, la santé et le comportement. Au niveau de la santé, on peut par exemple citer les problématiques de pathologie du système digestif, l'obésité qui est de plus en plus présente chez nos chevaux domestiques, et on peut aussi citer les problématiques de développement ostéo-articulaire qui peuvent être liées à l'alimentation. Au niveau du comportement, on peut bien sûr citer les stéréotypies, les problématiques de réactivité. On sait aujourd'hui, par rapport aux études qui ont été conduites, que des phénomènes de réactivité chez le cheval peuvent être liés à l'alimentation, et donc que la relation avec l'humain, le partenariat qu'on va être capable d'établir avec le cheval peut aussi être influencé par son alimentation. Donc finalement, l'alimentation est un pôle à prendre en compte pour favoriser le bien-être chez nos chevaux et en influence d'autres. Il y a aussi un autre paramètre qui est très important à prendre en compte par rapport à l'alimentation, c'est la performance. Alors, Samy Julien, qui fait la deuxième partie de cette conférence, vous l'expliquera plus en détail, mais juste pour reprendre rapidement cet élément, la performance, c'est la résultante de 3 éléments: la génétique, l'entraînement et l'alimentation. L'idée, c'est d'avoir ces 3 composantes, finalement, entre guillemets, au top niveau. Une bonne génétique, un entraînement bien conduit et une alimentation qui permettent au cheval d'exprimer son plein potentiel. Il serait dommage, du coup, que l'alimentation soit finalement le maillon faible de nos 3 composantes et que le cheval ne puisse pas exprimer son plein potentiel génétique, ni les performances qu'il aura fait à l'entraînement à cause d'une alimentation qui pourrait être déséquilibrée. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va favoriser le bien-être alimentaire. Comment est-ce qu'on peut mettre l'alimentation au service du bien-être de notre cheval? Et bien pour ça, il y a plusieurs étapes que je vous ai schématisées ici. La première étape, c'est se dire, qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être, c'est répondre à des besoins et regarder comment le cheval va percevoir la situation. Ça, c'est notre première étape. Bien sûr, pour répondre à des besoins, la deuxième étape, c'est simplement de les connaître. Donc, nous, à notre niveau, on va se poser la question de se dire comment est-ce que mon cheval mange et comment est-ce qu'il va digérer. Et du coup, à partir de ces éléments, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir arriver à la 4e étape des recommandations alimentaires pour mettre son alimentation au service de son bien-être. Alors, comment est-ce que notre cheval va manger et digérer ? Alors, notre cheval est un herbivore non ruminant, monogastrique, une seule poche à son estomac. Et il est adapté à une alimentation riche en fibres alimentaires et assez pauvre en sucre soluble et en amidon. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il va être adapté à un mode d'alimentation quasiment en continu. Notre cheval va s'alimenter entre 15 à 16 heures par jour, et même chez certains chevaux, on observe des temps de consommation qui approchent 18 heures par jour. Autre élément qui est très intéressant, c'est que quand on observe des chevaux en conditions libres, on s'est rendu compte que le temps de pause entre 2 repas excède rarement 3 heures. Et en conditions libres, sur certaines études, on n'observe jamais plus de 3h30 sans retour à l'alimentation. Autre élément très intéressant chez notre cheval, c'est qu'il a une population microbienne au niveau du gros intestin qui a la capacité de dégrader les fibres alimentaires. C'est grâce à cette population microbienne que notre cheval est capable de digérer, de fermenter notamment la cellulose. Et à partir de ces fibres alimentaires, on va avoir une production d'acides gras volatiles, ce qu'on appelle les AGV, qui vont lui fournir de l'énergie. Donc notre cheval, il est vraiment adapté à un mode d'alimentation quasiment en continu, à base de fibres, avec des temps de pause dans son alimentation qui sont très courtes. Et si on regarde le budget temps, alors je suppose que vous l'avez déjà vu hier, vous voyez que vraiment l'alimentation représente l'essentiel de sa journée, puisqu'on est autour de 60% de ces 24 heures qui sont passées à manger.
Donc finalement, quand on regarde tous ces éléments, on se rend compte que notre cheval d'aujourd'hui, il est issu d'une longue évolution qui a spécialisé tous ces systèmes pour une alimentation à base de fourrage. Et notre cheval domestique, ce qu'ont montré les études, c'est qu'il est similaire dans son comportement alimentaire et dans son fonctionnement digestif par rapport à son cousin non domestiqué qui était là il y a encore quelques milliers d'années. Et ça, le comportement alimentaire et le fonctionnement digestif, c'est quel que soit le mode d'hébergement. C'est-à-dire que notre cheval, si on lui en laisse la possibilité, s'alimenter 60% de son temps, c'est au box, au paddock ou au pré. Tout le temps. Quel que soit son mode d'hébergement, le comportement alimentaire n'évolue pas. Il a ce besoin de s'alimenter quasiment en continu et son fonctionnement digestif ne diffère pas non plus. Donc si on résume, notre cheval, c'est un herbivore non ruminant, adapté à une alimentation quasiment en continu à base de fibres, et il y a aussi la notion de diversité qui va rentrer en compte. Notre cheval est un amoureux de la diversité. S'il a la possibilité de varier son menu, d'aller chercher différentes petites herbes, etc., il va le faire. Et d'ailleurs, quand on regarde des chevaux en conditions libres, c'est pas seulement la strate herbacée, l'herbe qui va l'intéresser, c'est aussi toutes les petites écorces, les feuilles, etc. Ça, c'est la situation, on va dire, pour le cheval en conditions libres. Pour nos chevaux, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, des fois, on peut avoir une alimentation qui va différer sensiblement de ses besoins, au niveau de la nature de l'alimentation, de la quantité et également de la répartition temporelle. On l'a dit tout à l'heure, notre cheval il est adapté à un mode d'alimentation quasiment en continu, environ 15 à 16 heures par jour. Dans nos conditions domestiques, on peut parfois avoir une alimentation fractionnée, avec des plages horaires sans la possibilité de s'alimenter. Donc finalement, on passe d'un cheval qui a un budget temps où il va s'alimenter à peu près 60% de son temps, à un temps d'alimentation qui peut être très fluctuant en fonction des matières premières qui vont être disponibles pour lui. Il peut aussi se retrouver de façon régulière à avoir plus de 4 heures sans la possibilité de s'alimenter. Sachant que dans certaines études, on s'est rendu compte par exemple que pour des chevaux au box sur copeaux, il pouvait parfois y avoir de façon répétée plus de 9 heures sans la possibilité de s'alimenter. Or, ces décalages entre les besoins fondamentaux du cheval et les pratiques observées, on a remarqué dans les études qu'elles étaient notamment associées à des troubles du comportement, développement de stéréotypies, notamment tic à l'air et tic à l'appui, mais aussi qu'elles étaient liées à des troubles du comportement, avec par exemple une augmentation du risque d'ulcère au niveau de la muqueuse squameuse si on avait de façon répétée plus de 6 heures pour le cheval sans la possibilité de s'alimenter. Et on sait, si on fait le lien aussi avec la performance, que les ulcères gastriques, bien qu'ils soient multifactoriels, l'alimentation rentre en compte par rapport à cette pathologie et ils peuvent avoir un impact sur les performances du cheval. On a vu aussi qu'il était adapté à une alimentation à base de fibres. Dans les conditions domestiques, on sait parfois que la part de fibres dans l'alimentation peut être réduite, avec une augmentation de la part de paille et une augmentation de la part d'amidon dans la ration. L'amidon, c'est ce qu'on va retrouver en grande quantité dans les céréales, dans la graine. Donc, par rapport à ça, on a remarqué, par exemple, avec une part d'amidon augmentée, une diminution du pH du gros intestin, ce qu'on peut appeler une acidose intestinale qui va amener d'autres problématiques, comme une altération de la population microbienne au niveau du gros intestin. On va avoir une augmentation du risque de colique, une augmentation du risque de développement d'ulcère gastrique, du risque aussi de développement de stéréotypie. Et on a aussi remarqué dans une étude de 2019 qu'on avait une augmentation de la réactivité avec un régime riche en amidon. Si on extrapole un petit peu ça, on peut par exemple penser à l'utilisation des poneys en poney club. Clairement, l'objectif pour les enfants, c'est plutôt d'avoir des poneys apaisés qui ne vont pas avoir de problématiques de réactivité trop marquées face à des événements nouveaux. On a vu aussi que notre cheval, en fait, il a 2 grands fermenteurs au niveau du gros intestin, le sécom et le côlon, et qu'il est donc complètement dépendant de son microbiote intestinal pour décomposer les glucides structuraux. Les glucides structuraux, ce sont les fibres alimentaires, notamment la cellulose. Lui, il ne sait pas le faire. Il a besoin de son microbiote pour faire ça et pour produire des acides gras volatiles qui vont ensuite être utilisés comme source d'énergie. Et on sait aujourd'hui que l'alimentation est un facteur majeur qui influence le microbiote. Or, on sait que les régimes riches en amidon vont entraîner des populations microbiennes moins diversifiées
au niveau du gros intestin par rapport au régime à base de fourrage, et que cette diversité réduite peut favoriser l'apparition de problématiques digestives, mais aussi met une prédisposition plus élevée aux agents pathogènes et pourrait avoir aussi un impact sur le comportement du cheval. Donc finalement, quand on regarde les besoins fondamentaux versus nos pratiques, on peut se rendre compte qu'il y a parfois un écart. Donc notre rôle de détenteur d'équidés va être de chercher à réduire l'écart entre les besoins fondamentaux du cheval et nos pratiques. Ça va vraiment être l'objectif, et de combiner à ça nos observations, puisque bien sûr le bien-être c'est respecter des besoins fondamentaux et en plus observer comment le cheval répond aux pratiques que l'on met en place. Et c'est donc de cette façon qu'on va vraiment mettre l'alimentation au service de son bien-être. Donc si on se résume, pour favoriser son bien-être alimentaire, c'est vraiment prendre en compte tout d'abord ses besoins et nos possibilités. Donc prendre en compte ses besoins, c'est additionner les besoins comportementaux. Comment est-ce qu'il mange, son comportement alimentaire? Besoins physiologiques, qu'est-ce que je mets en place pour qu'il digère correctement? Et bien sûr, ses besoins nutritionnels, comment est-ce que je le nourris pour qu'il soit capable de répondre à ses besoins d'entretien et ses besoins de production. De notre côté, ça peut impliquer de faire évoluer nos pratiques. Je pense par exemple au fourrage sur les stocks, les bâtiments de stockage. Quand vous regardez en écurie, c'est très rare d'avoir des bâtiments de stockage qui permettent de stocker le fourrage pour 6 mois ou pour 1 an. Donc ça, par exemple, ça peut être un frein au fait de mettre plus de foin dans l'alimentation des chevaux. Et enfin, ce qui peut être intéressant, c'est d'échanger avec d'autres professionnels qui ont déjà mis en place certaines pratiques et qui y voient du positif, de l'évolution, et de continuer à se former, puisque bien sûr, le principe de la science, c'est de continuer à évoluer et de, bien sûr, de notre côté, continuer à voir les nouvelles recommandations qui peuvent être mises en place pour favoriser le bien-être alimentaire de notre cheval. Donc par rapport à ces éléments, on va tirer sur chaque étape des conclusions, des recommandations qui vont permettre de mettre l'alimentation au service du bien-être. Et sans surprise, la première étape va être le fourrage. L'alimentation, ça peut être résumé comme une pyramide, avec le fourrage toujours à la base. On est d'accord, hein, une pyramide, si je retire le dernier étage, tout s'écroule. Donc c'est vraiment le socle qui ne bougera pas. Et d'ailleurs, on a un élément qui dit que la mise en place d'une quantité de fourrage adaptée par rapport aux besoins va favoriser à la fois la santé physique et la santé mentale. C'est vraiment l'élément essentiel de nos rations. Ensuite, on peut monter d'un étage supérieur avec l'aliment complémentaire et éventuellement aussi avec un aliment minéral vitaminé, si besoin. On peut aussi tout à fait avoir des chevaux qui n'ont besoin que de fourrage et d'un AMV, qui n'ont pas besoin d'aliments complémentaires, puisque finalement, le fourrage suffit à les tenir en bon état corporel. Justement, en parlant d'état corporel, ça aussi, c'est une recommandation pour favoriser le bien-être de notre cheval. Évaluer l'état corporel, maintenant, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous trouvez très facilement sur Internet, notamment sur le site de l'IFCE, et si vous tapez sur Google « état corporel cheval », vous avez des grilles d'évaluation très facilement disponibles, accessibles gratuitement, qui vont vous permettre d'évaluer l'état corporel de votre cheval et de vous dire « Ok, aujourd'hui mon cheval est en bon état corporel et son alimentation du coup à base de fourrage lui suffit » ou plutôt « Mon cheval se porte plutôt un petit peu bien, il va falloir que je réfléchisse à comment l'aider à perdre du poids » ou « Mon cheval est un petit peu trop fit par rapport à ce qu'il devrait être et je vais revoir son alimentation ». Donc évaluer l'état corporel régulièrement, tous les mois, ça fait pleinement partie des recommandations alimentaires pour favoriser son bien-être, puisque l'obésité est une problématique de bien-être au même titre que le sous-poids peut en être une. Donc finalement, au niveau de nos recommandations alimentaires, on arrive avec 2 situations. Notre première question, c'est la quantité de fourrage est-elle adaptée? Et par rapport à ça, vous pouvez vous poser 2 questions. Combien de temps mon cheval passe-t-il à manger dans sa journée? Et son corollaire, qu'on oublie souvent de se poser, combien de temps mon cheval passe-t-il à ne pas manger dans sa journée? Et ça aussi, c'est extrêmement important. Donc vous partez du coup du haut, de la base, quantité de fourrage adaptée. Par rapport à ça, vous allez regarder votre cheval et évaluer son état corporel. L'apport énergétique est-il suffisant? Si son état corporel est bon, c'est que la réponse est oui. Du coup, on sera plutôt dans la situation de gauche, où on va avoir le fourrage et potentiellement un AMV, aliment minéral vitaminé en plus, pour combler les manques du fourrage. J'y reviendrai un petit peu plus tard.
Si l'apport énergétique n'est pas suffisant, on le voit également sur l'état corporel, et dans ce cas-là, on aura une base fourrage, plus aliments complémentaires et éventuellement aliments minéraux vitaminé. Il faut quand même signaler que même si les fourrages sont la base de l'alimentation, il y a quand même des points essentiels à vérifier. Déjà, au niveau des fourrages, on doit savoir quel type de fourrage on va amener. Est-ce qu'on est sur de l'herbe, du foin de graminées plus légumineuses ou uniquement du foin de légumineuses? Je vous rappelle, le foin de légumineuses à volonté, il vaut mieux éviter pour limiter les risques de problématiques digestives. Autre élément de recommandation, quelle est la quantité? C'est-à-dire, est-ce que mon cheval a du fourrage à volonté ou si ce n'est pas à volonté, quel poids il reçoit en 24 heures? Et je vous invite vraiment à peser la quantité de fourrage que vous donnez, puisque au démarrage, il n'y a rien de moins précis qu'un œil humain pour évaluer une quantité de foin, pour évaluer le poids du foin. Donc pour ça, très facilement, un pèse-bagages ou un pesant de pêche, et vous pouvez très très facilement peser la quantité de foin que vous donnez. Autre élément important, au niveau des recommandations alimentaires, la répartition temporelle. Je vous le disais, quel temps passe-t-il à manger et quel temps passe-t-il à ne pas manger dans sa journée? Il faut aussi prendre en compte la qualité. La qualité est également essentielle. Y a-t-il des poussières? Quelle est l'odeur du foin? Est-ce qu'il y a de la présence de débris et quelle est sa couleur? Et on prendra également en compte, au niveau des recommandations, les valeurs nutritionnelles, donc soit avec de l'observation sensorielle, évaluation ratio du feuille-tige, présence d'épis, et on peut aussi aller jusqu'à l'analyse de fourrage, qui peut être extrêmement intéressante pour équilibrer derrière son alimentation. Donc quand on regarde le type de fourrage, donc quand on parle vraiment de fourrage, on peut parler de graminées, de légumineuses en verre, donc sur pied ou conservées. Donc finalement, herbe, foin de luzerne, enrubanné ou ensilage préfané. On va parler aussi des coproduits riches en fibres, qui sont également des fourrages, comme par exemple la paille ou la pulpe de betterave. Au niveau des quantités, ce qu'on peut recommander, si le cheval n'a pas de problématique de surpoids, c'est d'avoir du fourrage à volonté, pour que le cheval puisse choisir d'aller s'alimenter quand il le souhaite. Au minimum, on recommande 1,5% du poids du cheval en matière sèche, et ce qui est conseillé, c'est de viser plutôt 2% de son poids en matière sèche. Donc pour un cheval de 500 kg, ça nous fait 10 kg de matière sèche. Si on a un pourcentage de matière sèche à 85%, ça veut dire un apport de 11,5 à 12 kg par 24 heures de foin. Je vous parlais aussi dans les recommandations du temps d'alimentation, de la répartition temporelle. Il faut se dire que le temps passé à manger chez le cheval est aussi important que la quantité ingérée. Donc notre objectif va être d'allonger le temps d'ingestion afin de limiter les plages horaires de plus de 3-4 heures sans la possibilité de s'alimenter. Et pour cela, on peut par exemple penser à l'utilisation des slow feeders, filets à foin ou coffres à foin, qui vont permettre de ralentir un petit peu sa vitesse d'ingestion et donc de prolonger le temps d'alimentation. Pour ce qui est de la qualité, en prairie, bien sûr, on va chercher un couvert végétal adapté au pâturage équin et une absence de plantes toxiques. Et au niveau des fourrages conservés, on peut se baser sur 5 points. La couleur du fourrage, l'odeur, l'absence de débris, l'absence bien sûr de plantes toxiques. On va aussi chercher un foin qui soit sec à l'intérieur comme à l'extérieur et qui ne dégage ni chaleur ni humidité. Et bien sûr, on va aussi chercher un fourrage peu poussiéreux. Au niveau des valeurs nutritionnelles, en prairie, ça va être très variable. Pour les fourrages conservés, comme je vous le disais, on va s'intéresser au ratio feuille-tige. Généralement, plus on a de tiges, plus on a un foin grossier. Et l'analyse de fourrage peut être un excellent outil pour pouvoir aller plus loin dans l'adaptation de l'alimentation. Du coup, recommandation alimentaire numéro 1, c'est vraiment le fourrage, puisque quantité adaptée, bien répartie dans le temps, va favoriser à la fois la santé mentale et la santé physique. Rappelez-vous bien, c'est temps passé à manger et temps passé à ne pas manger qui sont très importants. Notre deuxième étape, bien sûr, c'est l'aliment complémentaire. Là aussi, il y a quelques recommandations à appliquer. Première question, c'est finalement, l'aliment complémentaire est-il nécessaire? Si mon cheval a déjà un bon état corporel juste avec le fourrage, l'aliment complémentaire n'est certainement pas nécessaire. On peut aussi se poser la question de se dire, finalement, aujourd'hui, est-ce que je peux utiliser des matières premières
riche en fibres, plus digestible, donc avec un apport calorique plus important. Autrement dit, est-ce que je peux chercher un foin avec une meilleure valeur nutritionnelle? Autre élément, est-ce que je peux ajouter des matières grasses? Les matières grasses sont très bien digérées et valorisées par le cheval. Au niveau des recommandations, quand on est sur l'aliment complémentaire, il va falloir vous intéresser aux quantités d'amidon et de sucre soluble que va amener l'alimentation. Aujourd'hui, on a des recommandations qui sont bien établies, qui sont de 1 g d'amidon plus sucre soluble par kilo de cheval par repas, et de 2 g d'amidon plus sucre soluble par kilo de cheval par jour pour la portion, bien sûr, non fourragère. Ça, c'est pour un cheval en bonne santé. Tous les chevaux touchés par un syndrome métabolique équin, Cushing ou PSSM, on sera sur des valeurs beaucoup plus basses. Pardon ? Lutherson 2009. Alors, autre recommandation, on va être sur pas plus de 0,4 kg d'aliments par 100 kg de cheval. Par exemple, si on a un cheval de 500 kg, on multipliera par 5. Si le cheval n'est pas à volonté, on fera toujours dans notre pyramide le fourrage, puis les grains. Autre élément, dans le monde du cheval, on a toujours l'habitude de se baser sur des volumes. Quand on va en écurie, on parle en litres. On donne 1 litre, 2 litres. Il faut vraiment essayer de se baser sur des poids. Il y aura moins d'erreurs alimentaires de cette façon. Autre élément, toute transition alimentaire doit être progressive. On ne change pas d'aliments complémentaires du jour au lendemain et on ne change pas d'aliments et on ne change pas d'alimentation au moins 3 semaines. On attend au moins 3 semaines on fait avant 3 semaines, avant une grande échéance au niveau sportif. On ne change pas l'alimentation d'un cheval 2 semaines ou 2 jours avant de partir en concours. Alors, au niveau justement de cette partie avant le travail, on va au maximum essayer de ne pas donner de céréales ou d'aliments qui vont entraîner une augmentation de la glycémie et donc de l'insulinémie dans les 2 à 3 heures avant un exercice intense. Par contre, le fourrage peut être mis à disposition sur cette période avec par contre l'utilisation d'un slow feeder. Donc pour l'aliment complémentaire, si on résume, plusieurs éléments à respecter. Voir déjà s'il est nécessaire par rapport à l'état corporel, respecter des poids de repas qui soient cohérents par rapport à la capacité d'ingestion et de digestion de notre cheval, respecter aussi des quantités d'amidon et de sucre soluble qui permettent de ne pas saturer les capacités digestives de l'intestin grêle, puisque c'est notamment le passage d'amidon dans le gros intestin qui peut créer des dysbioses intestinales. Donc on arrive du coup à notre dernière étape, l'aliment minéral vitaminé. Donc l'AMV peut servir pour venir combler les manques d'un fourrage et éventuellement au niveau de l'aliment complémentaire. Alors il n'est pas forcément obligatoire, l'aliment complémentaire peut combler les besoins en minéraux et vitamines puisque les fabricants ajoutent des prémix qui vont permettre de couvrir les besoins. Des fois, ils ne vont pas être suffisants, notamment si on donne des quantités faibles d'aliments. Donc l'idée avec l'AMV, c'est se dire, on prend l'ensemble de l'alimentation, c'est vraiment notre dernière étape, et on se pose la question de est-ce que l'alimentation que j'ai permet de remplir l'ensemble des besoins en minéraux et en vitamines de mon cheval, et surtout, est-ce qu'il y a des déséquilibres aujourd'hui que l'aliment minéral vitaminé doit corriger. Je souligne aussi que maintenant, de plus en plus, dans les AMV, on va aussi avoir l'ajout d'acides aminés indispensables, notamment lysine, méthionine et thréonine, qui vont permettre aussi de combler certains manques au niveau notamment du fourrage. Dans les recommandations alimentaires, on peut citer aussi le fait de prendre donc cette pyramide alimentaire, fourrage, éventuellement aliments complémentaires AMV, et donc aussi de penser l'alimentation dans le bon sens. Donc finalement, on a un déroulé en 5 étapes qui est de se dire, premièrement, il nous faut une alimentation basée sur des fourrages, il faut évaluer régulièrement l'état corporel de son cheval, voir si des sources d'énergie supplémentaires sont nécessaires, s'il y en a besoin, veiller aussi à l'équilibre en protéines de l'alimentation de notre cheval, notamment particulièrement pour les jeunes chevaux, les chevaux d'élevage, les chevaux âgés,
et les chevaux en début d'entraînement, en faisant particulièrement attention aux acides aminés indispensables, donc ceux que le cheval ne peut pas synthétiser, qu'il doit recevoir obligatoirement dans son alimentation. Et on pensera aussi, en dernière étape, à l'importance des minéraux et des vitamines. Bien sûr, on ne va pas permuter en mettant la recherche d'un équilibre minéraux et vitamines avant d'avoir vérifié les autres étapes. C'est très important de respecter un certain ordre. Donc finalement, pour mettre l'alimentation au service du bien-être, notre première étape pour favoriser le bien-être, c'est respecter des besoins fondamentaux. Donc mieux connaître notre cheval. Et les recommandations alimentaires, elles ne sont que le résultat des connaissances de ses besoins comportementaux, physiologiques et nutritionnels. Il faut bien vous dire qu'une alimentation adaptée, ce n'est pas uniquement répondre à des besoins nutritionnels, c'est vraiment additionner ces trois composantes. Comportement, physiologie digestive et besoins nutritionnels. Et c'est donc en répondant à ces besoins fondamentaux que l'on va favoriser le bien-être. Donc finalement, notre travail, c'est de mettre en place au sein de nos écuries des bonnes pratiques alimentaires, de s'adapter à l'individu, ce qui va demander une observation de chaque cheval, observer ses réponses et corriger si besoin. Bien sûr, vous pouvez mettre en place finalement la meilleure alimentation possible sur le papier. Si votre cheval vous dit qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas et qu'il faut retravailler l'alimentation. Et donc c'est en additionnant ces composantes qu'on va arriver à une alimentation adaptée et au service du bien-être. Et je voulais juste souligner aussi que comme pour les sportifs humains, l'alimentation doit refléter l'ensemble des besoins de chaque équidé. Et au sein d'une écurie, on peut avoir des chevaux à génétique et à travail équivalents qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc on doit prendre en compte des recommandations générales pour le bien-être, mais prendre aussi en compte chaque individu et ce qu'il va vous montrer dans sa vie de tous les jours, au travail ou autre. Donc finalement, l'alimentation au service du bien-être, c'est s'adapter aux besoins fondamentaux du cheval et à qui il est et à vos observations. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour me retrouver, c'est sur le stand E03. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Si, c'est bon. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Pour vous situer le contexte, mes chevaux sont en écurie active avec du foin à volonté, parfois de l'enrubanné parce qu'on a des chevaux sensibles à l'emphysème, un accès limité en prairie, mais quand même un accès en prairie parce qu'ils sont tous globalement plutôt trop gros que l'inverse. Un CMV distribué comme en écurie active. Et moi, ma question résidait dans la fluctuation du poids naturel du cheval en fonction des saisons et donc l'amaigrissement souhaité l'hiver. Par rapport à ça, comment on sait que... est-ce qu'il y a des paramètres qu'on peut prendre en compte en se disant là, mon cheval, il a assez maigri quand on a des chevaux qui sont quand même au travail. Là, je sais que le mien particulièrement, il va falloir qu'il maigrisse cet hiver. Voilà. À quel niveau je peux aller sans que ce soit trop difficile pour lui, en sachant que il va regrossir de toute manière. Alors pour ça, en fait, donc ça va vraiment être le suivi de son poids et l'évaluation de l'état corporel. Donc en fait, là, sur toute la période automne-hiver, il va falloir suivre donc avec le périmètre thoracique et votre grille en fait de notation d'état corporel régulièrement, donc toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, vous faites un suivi avec un petit carnet, le périmètre thoracique associé à la note d'état corporel, et en fait, vous allez pouvoir suivre progressivement la perte de poids, sachant qu'elle doit toujours être progressive et qu'elle est par palier. Généralement, ça perd un petit peu, on passe un palier, ça stagne, on redescend. Et ensuite, au niveau de la note d'état corporel, il faut passer sur une note, on va dire, sortie d'hiver, il faudrait être à 3 pour avoir un petit peu de marge. En fait, pour la reprise de poids du printemps. Sinon, en fait, si vous n'avez pas de perte d'état en hiver, vous arrivez sur ce qu'on avait appelé l'effet accumulation. C'est-à-dire, là, on est hiver 2022, il va être là, printemps 2023 ici, et puis hiver 2023, il va se maintenir, puis printemps 2024, et ça monte comme ça, et c'est comme ça qu'on arrive avec vraiment des grosses problématiques d'obésité, et après, problématiques métaboliques.
Est-ce que le fait de couvrir, ne pas couvrir, laisser faire du poil, puis tondre, si on veut, il y a un paramètre important là-dessus, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez fait des études par rapport à ça? Alors, il y a une étude effectivement qui a été faite où on s'est rendu compte qu'effectivement, la perte de poids est un petit peu plus facile sans couverture, que les chevaux en fait couverts pendant l'hiver maintenaient leur état corporel. Enfin, il n'y avait pas du tout de perte de poids. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte l'aspect confort du cheval. Si vous avez un cheval qui est au travail et qui va mal supporter la pluie, qui va avoir le dos contracté, etc., on va aussi favoriser son confort à lui en se disant on va couvrir. Peut-être qu'il n'y aura pas de perte de poids, mais au travail, étant sa vie de tous les jours, il sera confortable. Donc en fait, il faut toujours prendre en compte plusieurs composantes. L'aspect, effectivement, il doit perdre du poids, mais aussi il doit être confortable dans sa vie de tous les jours. Mais effectivement, la perte de poids est plus facile sans couverture. Bonjour, merci pour tout ce que vous nous avez déjà expliqué. J'ai une question complémentaire, un cas très particulier. J'ai un cheval qui doit souffrir de tympanisme, c'est-à-dire qu'il fait énormément de gaz, il est ballonné. Ça fait 1 an qu'il est malade et qu'on ne trouve pas ce qu'il peut avoir. Et il est obèse. Alors il vit au box, il est longé tous les jours, très peu monté parce qu'il se traîne, il n'est pas bien. Il va au paddock, il a une boîte à foin pour pouvoir être un petit peu slow feeder. On essaye de le laisser manger tout le temps. Il est gros. Et comment peut-on réduire sa ration sans le mettre pendant des heures sans nourriture? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le tympanisme? Je ne sais pas, au point de vue alimentaire, ce qu'on peut faire pour changer. On va le montrer à un nouveau vétérinaire parce qu'on ne trouve pas ce qu'il a. Alors effectivement, le premier point, c'est de voir avec votre vétérinaire si des examens complémentaires peuvent être faits pour chercher un petit peu plus loin dans ce qu'il pourrait avoir, avec notamment, pourquoi pas, une analyse de crottin pour voir un petit peu la flore microbienne qui va en ressortir. Tout est bon. Tout est bon? Eh oui, c'est le problème. Alors, au niveau vraiment pour étaler la consommation, ça va être en fait de chercher le système de slow feeding qui lui va le mieux. Donc, par exemple, sur certains chevaux qui doivent vraiment ralentir leur ingestion, on va être sur, par exemple, le système coffre à foin plus filet combiné pour vraiment les aider à se ralentir. Ce qui va être aussi très important, c'est que dans la digestion, il y a l'idée aussi de mobilité. Le cheval, pour digérer, doit pouvoir bouger. Donc la marche va être aussi une composante très très importante dans ce type de problématique. Et on va aussi chercher, pourquoi pas, à avoir un fourrage avec en fait une valeur nutritionnelle assez basse pour que malgré son embonpoint, il puisse manger, mais finalement un petit peu chercher l'effet chewing-gum. Un foin, pourquoi pas, de l'année précédente, ou un foin trempé, ce qui va permettre de lessiver une partie des sucres solubles, donc qui va baisser la valeur nutritionnelle. Par contre, là, il faut faire attention à l'équilibre protéines-minéraux derrière. Et donc tous ces éléments-là, baisser la valeur nutritionnelle, essayer de le faire bouger un petit peu plus, vont permettre d'aider à allonger le temps d'alimentation, à faciliter aussi sa digestion via le mouvement et du coup à aider la perte de poids. Mais il faut bien penser que la perte de poids, c'est l'alimentation, la santé générale et aussi l'activité, autant que possible. Ça, c'est vraiment un paramètre qu'on peut oublier, mais c'est vraiment extrêmement important. Merci. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous pensez des briques de foin? Les briques de foin, les petites briques à réhydrater? Ouais. Alors, à réhydrater ou pas, je sais pas. Alors, ça peut être un super outil, notamment pour les chevaux âgés qui n'ont plus de dents. Ça, c'est vraiment, pour les garder en état, ça marche extrêmement bien. Pour des chevaux qui vont souffrir de problèmes de respiration, ça peut aussi être très intéressant parce qu'on va pas avoir la problématique de poussière. Par contre, pour les chevaux, on va dire en pleine santé, il faut faire attention au fait que ce sont des fibres coupées. Donc si on se base uniquement là-dessus, en fait, le temps d'alimentation va être très rapide, puisqu'on n'a pas le même effort de mastication que pour du foin en fait grossier. Par contre, voilà, si vous êtes à l'extérieur, sur un concours, que le cheval boude un petit peu son foin, qui va trouver les briques de fourrage un peu plus appétantes, il ne faut pas hésiter à en donner, parce que ça va permettre de remplir l'estomac. Notre objectif pour le cheval, c'est de ne pas avoir l'estomac vide, puisqu'il est fait pour avoir un estomac avec du fourrage qui passe en continu. Mais voilà, vraiment, j'insiste que sur ce type de produit,
Pour les chevaux âgés sans dents, qui n'ont plus beaucoup de dents, ceux qui ont passé la trentaine, où c'est tout déchaussé, etc., ça marche vraiment extrêmement bien pour les maintenir en état. Alors ça a un certain coût, c'est aussi un petit peu chronophage parce qu'il faut qu'ils aient le temps de tout manger, s'il faut rester avec eux, s'ils sont en dehors du pré. Mais voilà, c'est quand même un produit qui peut être vraiment intéressant. Voilà, mais juste bien faire attention au temps de mastication. Bonjour, j'ai une question concernant le taux d'amidon dans l'aliment. Mes chevaux sont déjà au GastroPlus, donc qui est connu pour avoir un taux d'amidon un peu inférieur aux aliments classiques. Qu'est-ce que vous recommandez comme taux d'amidon? Je crois que le GastroPlus est à 18% et il y a une nouvelle marque qui vient de sortir à 7% d'amidon. Donc là, on est vraiment au plus bas. Alors, en fait, c'est pas tant le pourcentage d'amidon qu'on va regarder sur l'aliment. En fait, il faut corréler deux données. Parce que le pourcentage d'amidon tout seul, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, il faut regarder le pourcentage d'amidon que vous avez et la quantité que vous allez donner par jour. Par exemple, si vous avez 2 kilos, une distribution de 2 kilos, vous avez vos 2 kilos fois 7 ou 14%. Et là, ça va vous donner une quantité d'amidon par jour. Et c'est plus cohérent. En fait, juste regarder le taux d'amidon, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, puisque vous pouvez avoir un aliment avec un pourcentage d'amidon à 24%, mais peut-être que vous en donnez que 300 ou 400 grammes par jour. Et du coup, on est largement en dessous des valeurs limites de 1 gramme d'amidon par kilo de cheval par repas et 2 grammes d'amidon par queue de cheval par jour. Donc toujours, il faut bien corréler le pourcentage d'amidon et la quantité d'aliments qu'on va donner par jour. D'accord. Et j'ai une deuxième question. J'ai des chevaux qui ont des soucis respiratoires, donc j'utilise une machine à vapeur pour cuire le foin. Pour le calcul des kilos de foin, de l'apport journalier en foin, c'est plus compliqué avec le foin qui vient d'être cuit parce qu'il est plus lourd. Donc, il faut que je mette ça dans un filet, que je monte sur une balance. Alors, vous pouvez le peser, du coup, une fois sec. Voilà, vous avez votre quantité sèche. Ensuite, vous mettez, du coup, dans la machine à vapeur. Et quand vous le ressortez... Donc, je le pèse à sec. Voilà, vous pesez avant de le passer dans la machine et vous distribuez ensuite la bonne quantité. Est-ce qu'un AMV est nécessaire quand les chevaux sont à l'herbe? Alors, effectivement, un AMV peut être nécessaire même quand les chevaux sont à l'herbe, parce qu'en fait, sur les études qui ont été faites au niveau des analyses, on s'est rendu compte que notamment sur le cuivre et sur le zinc, en France, on a des taux qui sont vraiment très bas, et notamment sur ces deux éléments, il peut y avoir besoin de compenser un petit peu les apports de l'herbe. Par contre, sur d'autres oligo-éléments, par exemple manganèse, fer, c'est extrêmement rare d'avoir des carences. Et par contre, sur les chevaux d'élevage, on s'est rendu compte qu'en fin de saison, les apports en phosphore aussi peuvent être un petit peu limités, même au niveau de l'herbe. La question, juste là, la dame en blanche. Bonjour. Vous avez dit que pour déterminer s'il fallait donner un aliment en plus des fourrages, on devait se baser sur l'état corporel. Mais il y a aussi un autre point de vue, c'est le travail et l'énergie nécessaire si on a un cheval qui fait de la compétition, etc. C'est pas seulement l'état corporel. Alors, en fait, l'énergie, les calories peuvent être amenées à la fois par le fourrage et à la fois par l'aliment complémentaire. Mais notre cheval, du coup, étant donné son fonctionnement avec son microbiote intestinal, va tirer de l'énergie des fourrages. Alors forcément, ça va être une énergie, on va dire, énergie lente, puisqu'il va falloir le temps de fermentation des fibres alimentaires pour tirer les acides gras volatiles. Mais sur les études qui ont été faites justement sur la mise en place de fibres pour des chevaux pour des chevaux qui faisaient des performances, notamment des chevaux de course, on n'a pas vu de baisse des performances. Et Samy Julien, qui va vous faire l'intervention juste après, va vraiment axer justement sa communication là-dessus, sur l'utilisation des fibres dans la performance. Et vous verrez que finalement, c'est pas forcément en rajoutant un aliment complémentaire qu'on peut en fait améliorer la performance si l'état corporel, si l'évaluation de l'état corporel est correcte, si le poids est bon et si tous les autres éléments, minéraux, vitamines, sont adaptés. D'accord. Et
J'ai fait une analyse du foin cette année et je me suis rapprochée d'une nutritionniste que je connais. Et le taux de sucre est très élevé dans le foin cette année. Et apparemment, c'est quelque chose de général compte tenu de la météo qu'il y a eu. Donc, le foin fait grossir puisqu'on a un taux de sucre très élevé. Donc, c'est embêtant. Et puis, le lessivé, bon, ben, comme vous avez dit, on perd des minéraux. Et puis, en plus, moi, si je le mouille, mon cheval ne va pas le manger. Mais c'est vrai que là... il n'est pas mince, Donc j'essaye de fragmenter, de respecter de pas plus de 3 heures et tout, mais c'est pas simple quoi, parce que là il est quand même un peu gras. Alors, du coup, sur le fourrage, donc on a des taux variés. Hein, ça va vraiment dépendre des régions sur les taux de sucre. Là, sur les analyses, on a vraiment des choses très variables. Hein, moi, pour vous dire, sur toutes les analyses de foin qui sont passées, j'ai du 8 à 14% au niveau du pourcentage de sucre. Moi, je suis à 14. Ah, effectivement, c'est élevé. Donc, juste pas pour chevaux, Cushing, SME, etc. On va éviter. Juste qu'il faut se dire, je reprends juste sur le foin fait grossir. Alors, il faut se dire qu'en fait, toute matière première fait grossir. Parce que toute matière première qui va ramener des calories, potentiellement, ce qui dit amener des calories, dit potentiellement faire grossir. Donc ça peut, voilà, même un foin avec une valeur nutritionnelle très basse, si le cheval a des besoins très bas, ça peut quand même amener une prise de poids. Alors, sur la composante, le fourrage, là, effectivement, a un taux de sucre élevé. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'avoir une matière première qui va un petit peu compenser. Donc, si vous pouvez avoir du stock de l'année dernière ou même voir à coupler un petit peu, à couper votre foin avec, par exemple, 80% de foin, 20% de paille, ça peut être intéressant pour diminuer la valeur nutritionnelle globale. Ça, c'est quelque chose qui a été testé, de faire ce coupage foin-paille et qui fonctionne assez bien, notamment chez les poneys. Et ensuite, pensez aussi alimentation et le corollaire activité aussi qui va derrière pour essayer de maîtriser le poids au plus possible. Et donc, dans le foin, justement, cette analyse est intéressante parce que le taux de sucre est élevé. Par contre, le taux de protéines, il est bas. Donc, on peut se dire que il fait grossir, mais il n'apporte pas beaucoup d'énergie. Alors, énergie et protéines, c'est deux éléments très différents. L'énergie, ce sont les calories. C'est l'énergie apportée par une matière première, foin, concentré ou autre. Les protéines, c'est différent. Les protéines, c'est ce qui va servir à l'organisme pour de nombreux éléments. Par exemple, les anticorps sont des protéines, les enzymes sont des protéines, les fibres musculaires, hein, bien sûr, sont des protéines. Là, par contre, ce qui va être très intéressant dans votre fourrage, ça donne un bon cas d'étude, c'est que l'apport énergétique est suffisant, puisque vous nous dites que le cheval, un petit peu en état corporel, est un petit peu supérieur à ce qu'il faudrait. Par contre, l'apport protéique est trop bas. Et donc là, ça va demander effectivement à équilibrer le fourrage, puisque si l'apport protéique est trop bas, il va falloir utiliser pour le coup un aliment complémentaire qui va ramener peu d'énergie, mais une quantité suffisante de protéines pour compenser les manques du foin. Et voilà, et là, ça va être l'objectif de chercher l'aliment qui va correspondre à votre besoin par rapport au foin. D'accord. Mais c'est quand même compliqué parce que le foin, c'est quand même une matière instable. On ne va pas toujours faire tout le temps des analyses de foin. C'est compliqué. Alors, du coup, c'est aussi l'objectif c'est finalement de repenser nos écuries par rapport au lieu de stockage. Si vous regardez dans la production agricole, en bovin, en ovin, etc., on a des lieux de stockage qui permettent de rentrer le fourrage finalement pour l'année ou pour 6 mois. Ce qui va permettre de pouvoir faire des analyses de fourrage, mais des analyses de fourrage assez représentatives, puisqu'on a finalement tout le stock. Au niveau statistique, on sait qu'en prélevant 10 à 15% du stock, on arrive à avoir une photographie assez précise de ce qu'on va donner tout au long de l'année. Et du coup, ça permet effectivement d'avoir une analyse de fourrage cohérente. Je suis tout à fait d'accord que si on fait rentrer tous les mois du nouveau fourrage qui vient de différents endroits, ça devient tout de suite un petit peu plus cher économiquement et c'est difficilement réalisable aussi de changer l'alimentation tous les mois. C'est pour ça que vraiment, plus on a la possibilité de rentrer des grandes quantités de fourrage, plus c'est intéressant. Et il faut penser aussi à l'option d'échanger avec son fournisseur ou l'agriculteur qui lui stocke et peut aussi être intéressé par l'analyse de fourrage et donc d'aller directement sur le lieu de stockage de base du fourrage pour voir un petit peu les valeurs nutritionnelles que ça peut donner de façon plus homogène. On prend une dernière question rapide. Devant, non ? Ouais.
Bonjour. Je crois que j'ai le même problème que la dame, des poneys qui ne travaillent pas assez, qui sont très très gros. Et même s'il n'y avait pas beaucoup d'herbes cette année, parce qu'elle était sèche, elle avait donc une qualité nutritive terrible. Et donc je me retrouve à l'époque actuelle avec des poneys obèses, tous, ayant du mal à travailler. Quand ils ont travaillé 1 heure, ils sont KO. Et je me posais la question de leur apporter en énergie le matin un aliment quel qu'il soit en complément du foin. En plein hiver, je leur donne un petit peu de granulés, mais là, d'habitude, je commence au mois de novembre, hein, octobre-novembre, et là, j'ai l'impression qu'il manque vraiment d'énergie pour faire leur journée de travail le mercredi et le samedi, même s'ils ne travaillent que 2 ou 3 heures. Ils sont très vite KO. Alors, pour comparer, alors je vais prendre un exemple humain. Imaginez aller courir un 20 km ou un 10 km avec un sac de randonnée où je vous mets plein de galets dedans. Voilà. Et en fait, le surpoids, ça va être la même problématique actuellement pour vos poneys. C'est qu'ils ont lourd à porter, à se porter. Et donc, en fait, le premier axe, ça va être de trouver la solution pour les aider à perdre du poids. Du coup, si vous rajoutez des calories, en fait, vous rajoutez de la difficulté dans la perte de poids. Donc là, en fait, la première étape, ça serait finalement un petit programme d'entraînement progressif. Essayez peut-être de se dire, ils ont ces grosses journées le mercredi et le samedi. Essayez d'étaler sur la semaine d'autres séances d'activité. Oui, c'est pas toujours évident pour essayer de faciliter la perte de poids. Et par contre, ce qui peut être possible, c'est encore une fois de se dire dans la répartition, peut-être pas que du foin, rajouter aussi un petit peu de la paille pour baisser la valeur nutritionnelle globale, ou aller utiliser du foin de l'année précédente. Et par contre, là où vous pourriez regarder, c'est justement sur l'aliment minéral vitaminé. Se dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec le fourrage, ils ont tous les éléments? Parce que je pense notamment au sélénium et à la vitamine E, qui sont des antioxydants naturels qui aident dans la récupération, etc. Ces besoins sont augmentés en cas d'obésité. Au niveau du magnésium également. La question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, le foin uniquement permet de remplir tous ces besoins? Donc peut-être pas se dire un aliment complémentaire, par contre, un aliment minéral vitaminé, pour combler un petit peu les manques du foin, rééquilibrer l'alimentation globale, et un programme de perte de poids peut être intéressant. Il faut voir, l'université de Liverpool, elle a défini vraiment 4 axes sur la perte de poids, parce qu'en fait, outre-Manche et outre-Atlantique, ils sont plus en avance sur nous sur ces problématiques-là. Ils ont vraiment l'axe métabolisme, donc par exemple sur l'hiver, le fait d'essayer de ne pas couvrir, le fait dans les modes d'habitat, les habitats, de pouvoir faire marcher les poneys ou les chevaux au maximum. Il y a la partie alimentation hors pâturage, donc toute la partie diminuer les apports de concentré si c'est pas nécessaire, etc. L'alimentation au pâturage, avec les méthodes de pâturage au fil, etc., pour essayer de réduire un petit peu la gestion. Et vraiment, il y a le pôle activité qui est très important. Et dans l'activité, c'est la régularité qui va primer. Et il y a notamment des études qui ont montré que même si au début, on ne voit pas une perte de poids chez le cheval ou chez le poney, rien que le fait d'avoir une activité, 1 heure de marche par jour, améliore la sensibilité à l'insuline. Donc au niveau métabolique, ça va déjà être favorable. Et la perte de poids, il faut voir que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. C'est assez difficile avec notre vision d'humain, parce que c'est très lent au niveau des résultats, et c'est vraiment une petite descente. Après, on plafonne et puis on redescend. Donc c'est vraiment un chemin qui est long, mais il faut vraiment profiter de l'automne et de l'hiver pour travailler là-dessus. Et là, vraiment, par rapport au système de fonctionnement, ça serait avoir une activité aussi sur d'autres jours de la semaine pour essayer d'entraîner la perte de poids. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Angélique est toute la journée encore sur son stand juste à côté, et elle animera quelques animations sur Meetup Expert, donc vous pourrez encore lui poser toutes vos questions.